La vision de Hamrouche est incontestablement nouvelle et les solutions qu'il propose et ensuite tente de mettre en œuvre sont sans aucun doute inspirées par le souci de débloquer politiquement et économiquement l'Algérie. Le pays, en panne d'idées neuves, est géré par un Premier ministre qui manque de vision lointaine. Le projet d'ouverture du système cadenassé par Houari Boumediene et rendu chaotique par Benjdid se heurte dès le départ à un blocage organisé scientifiquement par les caciques du FLN et à leur tête Mohamed Cherif Msaadia et ses relais dans les rouages de l'administration. La condition sine qua non pour faire bouger les choses commence par la politique. Mouloud Hamrouche veut donc commencer par ôter la Libye de la légitimité historique au FLN et à ceux qui l'adoubent afin de faire appel au moins à la base à un éventail plus large d'intervenants. Les constantes que véhicule le FLN sont une camisole. La mère des batailles est celle des idées. Hamrouche incontestablement innove, introduire pour commencer une pluralité cadrée et maîtrisée au niveau des assemblées populaires communales n'est pas une mauvaise chose, puisque la population s'en prend aux élites locaux autant que ce soit à ceux qu'elle-même élit. C'est une façon efficace de les responsabiliser. La loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, loi numéro 8801 du 12 janvier 88, donne des prérogatives importantes au conseil d'administration et les rend autonomes par rapport à l'administration centrale. C'est le tempo imprimé par Hamrouche, l'indécision de Benjdid et la crise économique qui rendent les choses immaîtrisables jusqu'à leur aboutissement logique, la révolte populaire, la fin du consensus au sommet du pouvoir sur des questions essentielles comme le parti unique, l'orientation économique, la question de la terre, le rôle de la presse et la place de la famille révolutionnaire dans la société coûtent cher à l'Algérie. Le FLN n'est d'accord sur rien avec Hamrouche. Ce dernier, fort de la confiance du président, fonce droit devant. Il veut écraser tout le monde. Rien n'échappe à son forcing, y compris les militaires susceptibles de mettre en garde le président quant aux relations de son conseiller avec les intégristes et la finalité de son action. Le général Bettin, qui perce les véritables intentions de Hamrouche, pâtit des effets d'une cabale montée sur une sombre affaire de trafic de fusils de chasse qui a la ville d'Ouergla pour théâtre. Le 2 octobre 1982, les services reçoivent l'ordre de fomenter des manifestations. Quels sont les moyens de Hamrouche pour canaliser la colère et l'empêcher de se transformer en jacquerie anarchique et nihiliste? Les préoccupations du peuple n'ont rien de compliqué. Elles sont simples. Vivre dans un pays fort et prospère, où les droits de chacun sont respectés. Les jeux d'un sérail calfeutré dans sa tour d'ivoire, sans vision d'avenir, ne le concernent pas. La furie dévastatrice d'adolescents fous de colère et de frustration qu'aucun service d'ordre ne peut plus contenir, cible avec une terrible violence les édifices de l'État et plus spécialement les locaux et les voitures du FLN. Comme une traînée de poudre, l'incendie s'étend à tout le pays. Submergés, les services de sécurité de proximité deviennent incapables de rétablir l'ordre. Ce n'est plus le régime de Benjdid qui est en danger, mais l'existence même de la nation. La fragilité de la société algérienne, en déficit de médiateurs à même de la stabiliser et de lui éviter la tentation de la violence, se révèle au grand jour, mais cette fois à une échelle inconnue jusqu'alors. Ce qui donne sa solidité à un système politique, c'est la cohérence de sa doctrine et l'adhésion de la population. Celui de Benjdid, son projet sur le long terme isolé de la population, reposant sur des appareils aux pieds d'argile, s'effondre comme un château de cartes. Le parti unique et ses organisations de masse volent en éclats. Seules les institutions corporalisées et hiérarchisées de l'État résistent. Les partisans de Hamrouche peuvent ramasser les morceaux. Ils ont usé du marteau pour tuer une mouche. Les vibrations de l'enclume ne cesseront pas de monter crescendo jusqu'à l'effondrement de l'édifice. La classe dirigeante transite d'effroi, se terre ou balbutie des explications pitoyables. Les Algériens découvrent la vulnérabilité d'un système basé sur un homme providentiel, un parti unique et des moyens de coercition pour sauver ce qui a été édifié depuis l'indépendance du pays. L'état de siège est décrété.
L'armée que l'on avait éloignée à dessein de la capitale est rappelée dans l'urgence. Les instructions et les règlements qui encadrent l'opération sont conformes à la loi. Chef des forces terrestres lors de ces tragiques événements, je suis désigné pour commander les unités chargées du rétablissement de l'ordre, mais dans la capitale seulement. Dans la soirée du 5 octobre, j'ordonne à la brigade motorisée de Djilfa de faire mouvement sur Alger et je fais venir également les paracommandos de Biskra, ainsi que des éléments d'infanterie prélevés sur le dispositif opérationnel à Béchar. La priorité est de protéger la vie des personnes et de préserver les édifices publics. Le but, en faisant pénétrer des engins dans Alger, est de tarir les manifestations par simple saturation. Le bris de la chaîne de commandement est incontournable compte tenu du milieu urbain où les forces interviennent. Fatigué par plusieurs jours d'insomnie et de qui-vive, entouré de vacarme et d'hostilité entraînés par le combat classique et non pour le rétablissement de l'ordre comme les policiers ou les gendarmes, nos jeunes soldats se retrouvent livrés à la seule initiative des chefs des petites fractions. Contraints et forcés, ils ont en 2 endroits précis ouvert le feu pour sauver leur vie ou leur matériel. Mal préparés à agir en milieu urbain, ils ont, en faisant usage de leurs armes, dirigé le canon de leur fusil vers le sol pour éviter à ceux qui sont en face d'eux des blessures mortelles. Le heurt le plus sanglant survient au quartier de Bab el-Oued. Suite à un grand rassemblement à la place du 1er mai, un appel au calme est lancé par Cheikh Sahnoun, personnalité islamiste influente. Après son intervention, la majorité des manifestants se dispersent. Ali Ben Haj, à la tête d'un cortège qui se renforce au fur et à mesure de sa progression, décide de marcher jusqu'à Bab el-Oued. Des chouyours intervenant récemment sur la chaîne de télévision Al-Shourouk TV révèlent à propos de cette journée du 10 octobre que des négociations sur ordre du président de la République sont menées dès le 6 octobre. Le pouvoir qui a fomenté les manifestations n'a pas pu les encadrer. Il délègue cette mission au fils, espérant faire du parti intégriste un auxiliaire pour maîtriser la rue. Le général Lekhalayat, chef de la sécurité intérieure, qui a été dépouillé de ses prérogatives dès le 7 octobre au bénéfice du général Mohamed Betchin, me confirme que le rassemblement à la place du 1er mai, le 10 octobre, a été autorisé. J'apprendrai bien plus tard d'une source informée que la marche vers Bab el-Oued avait elle aussi été autorisée. Une question lancinante me taraude l'esprit: que faisait Ali Ben Haj au siège de la DGSN à quelques heures du début de cette marche? Je suis sidéré par tant d'inconséquences. Je demande à Lekhalayat de rappeler, s'il en a encore la possibilité, aux donneurs de tel ordre que nous sommes sous le régime de l'état de siège et que nous avons interdit les rassemblements publics. Faire venir 10 000 hommes armés jusqu'aux dents, instaurer un état de siège et en casser les règles. Si on avait voulu l'effusion de sang, on n'aurait pas agi autrement. Je mesure l'immense irresponsabilité de ceux qui mettent la capitale sans dessus-dessous et qui, désormais dépassés, improvisent. Et la catastrophe survient. Tout en pestant contre les manipulateurs, je prends donc sur moi de laisser passer les marcheurs et je recommande de ne tirer en aucun cas. Au fur et à mesure de sa progression, la foule qui répond aux appels de Ben Haj grossit par d'autres contingents jusqu'à former une marée considérable. Les choses se passent sans heure jusqu'à Bab el-Oued. Arrivés au carrefour dit des 3 horloges, les manifestants, poussés par Ben Haj, prennent en tenaille l'unité militaire qui s'y trouve. Les heurts qui s'ensuivent provoquent le reflux de la foule vers le boulevard où se trouve le siège de la Direction générale de la Sûreté nationale. Les tirs de provocateurs cachés causent l'irréparable. L'enquête diligentée après le drame établit que les coups de feu qui provoquent la riposte désordonnée des militaires proviennent des rangs d'un groupe de militants intégristes de l'Hijra ou Takfir infiltrés parmi les manifestants. Ce qui est sûr, c'est que des tirs de provocation ont bien eu lieu. Au plus fort des incidents de Bab el-Oued, je m'interroge sur la nature des blessures reçues par plusieurs citoyens. En cas d'extrême urgence, dans ce cas seulement, les militaires peuvent faire usage de leurs armes. Lors de la manifestation de 10 octobre, cela n'est pas le cas. Des rumeurs circulent, toutes convergent vers les services de sécurité. J'informe le président, il décide l'arrestation du responsable du service de sécurité équipé de ce type d'armes. Elle n'a pas lieu parce qu'entre-temps, les enquêteurs dépêchés sur place font des constatations qui infirment les suspicions.
Les balles, en impactant la surface dure de l'asphalte, se fragmentent et ricochent selon un angle aléatoire. Jordan le rappel immédiat des munitions en cause. Ces péripéties sont autant d'enseignements. Si un char plein d'obus et de carburant explose, les dégâts sont catastrophiques à 300 mètres à la ronde.